Mesdames, Messieurs, Manuela, l'équipe qui nous accompagne, bonjour. Merci d'écouter pour comprendre. Aujourd'hui, nous avons un invité qui va nous expliquer certaines problématiques que nous recevons aujourd'hui et qui, à partir de ces informations, nous permettront de voir comment faire ce qu'il faut pour tenter de décoller la Martinique. En tout cas, merci d'écouter pour comprendre. Monsieur Philippe Joc, bonjour. Bonjour Florent Grabin, bonjour à tous ceux qui nous regardent et bonjour à tous ceux qui sont fidèles à Zouk TV. Président, vous êtes aussi le président de la Chambre de commerce. Président, quand nous regardons la Martinique, quand on lui fait un fond d'œil, qu'est-ce qui revient? Mais il revient à un certain nombre de sujets préoccupants en termes de démographie. Je crois que c'est un sujet sur lequel il faut que nous nous penchions avec attention. Nous perdons 4000 habitants tous les ans. À ce rythme-là, en 2030, nous serons très peu nombreux. Quand on sait que on a à la fois ce départ des jeunes et cette perte de population et ce vieillissement de la population, nous serons en difficulté économique. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'activité économique est tirée par la consommation. Vous aurez moins de consommateurs, vous aurez moins d'activité. Et très clairement, c'est le sujet sur lequel on doit se pencher. Nous avons à côté de ça un certain nombre d'entreprises qui peuvent contribuer au développement du territoire. Il faut simplement que nous fassions collectivement, tous les Martiniquais, le choix de quelques filières sur lesquelles nous devrons mettre l'accent, mettre les moyens. Ce sont des filières qui sont à la fois intéressantes en termes de développement, en termes de transition écologique, mais aussi en termes de retour de nos jeunes. Je ne les citerai pas toutes là, mais je pense qu'on les développera au cours de l'émission. Mais je pense singulièrement à la filière d'énergie renouvelable, des énergies renouvelables, où nous avons des compétences. Je pense à tout ce qui est construction, de l'ingénierie de la construction parasismique, paracyclonique. Je sais que vous êtes très attaché au secteur du BTP. Je pense à la biodiversité, qui est un atout incroyable. Nous représentons avec l'ensemble des Outre-mer l'essentiel de la diversité française. Mettons en avant ces éléments, travaillons sur cette biodiversité, sur les plantes médicinales, faisons des choix très forts. Je pense aussi à la santé, parce que dans le bassin caribéen, nous avons une expertise et une compétence qui peut faire venir chez nous un certain nombre de nos voisins qui ont les moyens et qui aujourd'hui vont se faire soigner au Mexique. Et donc, organisons-nous pour que ce territoire choisisse des filières, numériques aussi, choisisse des filières qui vont intéresser nos jeunes. On leur aura dit au préalable que nous avons fait ces choix. Nous leur dirons que ces choix sont portés par l'ensemble des communautés martiniquaises et on fera ce qu'on appelle, en jargon technique, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et on pourra leur dire quelles sont les filières d'études à choisir pour revenir contribuer efficacement au développement de leur pays. Et je crois que ce travail, on doit le faire ensemble, acteurs économiques, politiques, on doit le faire sans opposer le monde économique avec le monde politique, sans opposer la collectivité de Martinique avec l'État. Je crois que c'est un travail qu'on doit faire ensemble, avec l'Europe aussi, puisque une grande partie des ressources de nos territoires sont des ressources européennes et je crois qu'on ne le dit pas et on ne le répète pas assez. Donc faisons ces choix et ces choix permettront de répondre en partie à la problématique de notre démographie vieillissante et de notre perte de population. Puis si on va à un niveau plus microéconomique, plus petit, on se rend compte aussi que nos entreprises ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'aide au démarrage. Et si vous voulez, il y a un sujet qui nous tient beaucoup à cœur à la Chambre de commerce, c'est l'accompagnement des entreprises à tous les stades de leur vie, à la création, en développement, et malheureusement, parce que c'est aussi la vie des entreprises, quand elles connaissent des difficultés. Et il faut que ce travail d'accompagnement, nous le poursuivons avec des moyens. Et je voudrais donner quelques chiffres quand même pour dire combien il est difficile de faire plus avec moins. La ressource fiscale qui permettait aux chambres de commerce de fonctionner, elle était en 2017 de 7,3 millions. Je parle de la Chambre de commerce de Martinique. Elle est de 4,5 millions en 2022. Donc, il n'y a pas grand monde à pouvoir assurer le même niveau de prestation avec 3 millions de ressources en moins. Il faut faire des choix, et c'est pour ça qu'il est important qu'ensemble, ces choix soient portés par les Martiniquaises et les Martiniquais. Président, vous admettrez que le premier élément à supprimer et définitivement en Martinique, c'est le fanchou.
Oui, l'expression est On est fort dedans. l'expression est malheureusement trop souvent employée. Ce matin, en faisant mon footing, j'écoutais Monceau Dédé Saint-Prix qui parlait de ça, qui disait que nous étions très bons dans le feng shui. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Il faut qu'on arrive à dépasser nos oppositions. Il faut qu'on laisse de côté nos égos et qu'on se dise qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Ce qui est essentiel pour nous, c'est développer notre pays. C'est faire en sorte que nos enfants reviennent. Faire en sorte qu'ils fassent bon vivre en Martinique. Faire en sorte qu'on puisse se dire c'est mon pays, je suis fier d'être martiniquais. Je dois dire que de temps en temps, quand j'entends certains discours et que j'observe certaines pratiques, je ne suis pas fier d'être martiniquais. Il y a des moments où on est désolé, désespéré. Oui, et le tout, c'est de ne pas rester désespéré trop longtemps et de se dire que, et je le répète, et c'est pour ça que votre émission Écoutez pour comprendre est intéressante, parce qu'elle permet à tout le monde de s'exprimer, elle permet à chacun de se faire son opinion. On peut ne pas être d'accord, ce qu'il faut simplement que dans ce pays, on comprenne que quand on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on est contre. Et qu'on peut avoir des positions différentes, on peut avoir des visions différentes, mais on doit pouvoir se mettre d'accord sur le plus petit dénominateur commun qui fera avancer le pays. Parce que si c'est ça notre objectif, il y a trop d'intelligence dans ce pays, il y a trop d'idées, trop de compétences pour que nous soyons à ce stade de développement. Et ce n'est pas simplement un problème de compétences et de pouvoir localisé chez nous. C'est d'abord et avant tout, de mon point de vue, et du point de vue de la plupart des acteurs économiques, à travailler ensemble, à se fixer des priorités, à se tenir à nos priorités et à ne pas changer à chaque fois qu'il y a un changement de majorité politique. Il faut des chantiers structurants. Il y a un gros chantier structurant, c'est l'eau. Il est urgent qu'on ouvre ce chantier. Il y a des milliers d'emplois de créer dedans. Bon, je vous rejoins sur ce point-là. Je pense qu'il y a à minima 50 millions de travaux à faire sur les 10 prochaines années. Ça donne de l'emploi à plusieurs niveaux de compétences et niveaux de formation. Ça fait travailler... Plusieurs corps d'État. Ça fait travailler de l'ingénieur aux manœuvres et du manœuvre à l'ingénieur. Il faut poser, il faut concevoir d'abord, il faut poser, il faut entretenir. Donc on a ces métiers de l'eau qui peuvent permettre de... Et je dirais que nous avons la même problématique avec les déchets. Oui. Sur une île, la question des déchets doit être préoccupante. J'ai envie de dire que ces deux sujets, eau et déchets, qui peuvent donner à la fois de l'emploi, de la visibilité à notre territoire, faire de notre territoire un territoire modèle. On peut être un pôle d'excellence écologique. Voilà, un territoire modèle. On reviendra certainement sur cette transition écologique que nous devons mener et sur laquelle nous avons suffisamment d'atouts et suffisamment de compétences pour être, comme vous le disiez, un territoire modèle. Il faut arriver sur ces sujets-là, l'eau, à se faire un vrai plan, à arrêter de se lamenter, à arrêter de savoir qui est responsable. Il y a une situation aujourd'hui, gérons-la, traitons-la. On peut très bien, il ne faut pas l'oublier, l'État a tendance à dire c'est pas moi, c'est une compétence des communes depuis toujours, ce qui est vrai, il faut le reconnaître et l'admettre, mais on peut aussi rappeler à l'État que les offices de l'eau qui ont eu un travail de coordination, un travail de centralisation, un travail d'accompagnement, n'ont vu le jour en Martinique que 40 ans après les premières structures de cette nature dans l'Hexagone. Donc il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Une fois que ça a été dit, que chaque partie que toutes les parties se mettent autour de la table et qu'on arrive à se dire l'eau c'est un chantier prioritaire. Il ne faut pas qu'on soit dans quelques années dans la situation de la Guadeloupe où on organise des tours d'eau, où vous voulez développer un secteur de l'hôtellerie et vous n'avez pas d'eau tous les jours dans l'hôtel. C'est un vrai sujet. Il ne faut pas que nous arrivions là. Il faut donc que très vite, ensemble, on prenne le taureau par les cornes. Je vous ai entendu plusieurs fois rappeler qu'il fallait travailler sur les canalisations, parce qu'elles sont polluées, elles sont vieilles. Certaines ont 75 ans, on ne peut pas continuer avec des canalisations de 75 ans. Les techniques ont évolué, et puis surtout, si on se veut un territoire écologique, on ne peut pas continuer à imaginer qu'il y ait tant de pertes d'eau à sortie d'usine oui. et consommation au robinet. Alors, c'est vrai que dans certains quartiers, dans certaines villes, certaines personnes ont de l'eau sans jamais l'avoir payée. Tout le monde est raccordé, donc il y a une partie qui ne correspond pas nécessairement à des fuites. Il ne demeure pas moins vrai que nous avons des taux de rendement de réseau qui sont inférieurs et sensiblement inférieurs, notamment sur le centre, à ce qu'ils devraient être. Là encore, nous disons qu'il y a des pratiques qu'il faut qu'on supprime.
Ce chantier, il faut qu'on puisse l'amorcer. Personne n'a le monopole du savoir dans l'affaire. Et dans le même temps, nous avons des compétences. Chez les anciens, chez les jeunes qui arrivent, nous avons des compétences partout. À votre avis, vous pensez qu'il faut pousser quelle porte? Non, mais nous avons, je crois, toutes les clés. Si nous présentons un projet structurant sur l'eau, l'assainissement et le traitement des déchets, à la fois à l'État français, à la fois à l'Europe, nous trouverons les financements. Simplement, il faut que l'on soit cohérent dans nos besoins, dans nos demandes, cohérent dans le plan que nous allons développer. Et je ne crois pas qu'en Martinique, le problème de développement soit uniquement un problème d'argent. J'ai le regret de le dire, c'est un problème de travailler ensemble, de concevoir ensemble, de développer ensemble notre pays. Et c'est ça la difficulté, c'est pas tellement un problème d'argent. C'est sûr que c'est pas facile, l'État a moins d'argent, donc ça discute plus. Mais si nous avons un plan structurant qui permet d'embaucher des jeunes, de permettre à des moins jeunes de continuer à travailler, parce que on parlera peut-être au cours de l'émission de la réforme de la retraite qui dit qu'il faut aller à 64 ans, ce qui est déjà l'âge moyen de départ de nos compatriotes à la retraite, mais avec des carrières à trous et des carrières avec de grandes périodes sans activité. Et c'est le chômage des seniors chez nous, on n'en parle pas assez. Donc, ce sont des métiers dans lesquels on va retrouver des gens qui ont un peu d'expertise. Alors, cela dit, sur l'eau, comme ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait, on n'a peut-être pas de compétences chez les seniors, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vraiment travaillé le sujet. On a encore quelques compétences qui sont là, nous les rencontrons. Bon, c'est dommage, on ne peut pas aller au cimetière pour faire l'inventaire des choses, mais on a encore quelques compétences chez les anciens. Mais par contre, il y a une chose pour parler de retraite. Ce qui nous inquiète, c'est au niveau des socioprofessionnels, des artisans et des commerçants, qui vont se retrouver avec des retraites de 200-400 euros. Oui, alors, s'agissant des retraites des artisans et des commerçants, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que pendant longtemps, nous n'avons pas cotisé. Il y a un choix qui avait été fait où les gens ont considéré que la retraite, c'était très loin. Donc on n'a pas, dans ces professions indépendantes, dans ces activités indépendantes, on n'a pas toujours cotisé. Pour de bonnes et de moins bonnes raisons. Une des raisons qui était souvent invoquée, c'était que nous ne bénéficions pas des mêmes services que les retraités de l'Hexagone, où il y avait des maisons de retraite, où il y avait des maisons de loisirs, etc. On n'a pas cotisé. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est problématique. Il faut sur ce sujet-là que les conditions qui sont posées pour que la retraite minimale soit de 80% du SMIC, autour de 1200 euros, il faut que ces conditions soient assouplies pour les Outre-mer, ce qu'on appelle les Outre-mer, il faut que ces conditions soient assouplies pour qu'il y ait un minimum d'équité. On avait un problème de cash and flow. Des entreprises qui ne parvenaient même pas à se faire un salaire. Des entrepreneurs qui ne parvenaient pas à se faire un salaire. Ce que vous dites est toujours d'actualité, malheureusement. La perception que nos compatriotes ont de l'entrepreneur, c'est toujours celui qui a le gros 4x4, qui voyage en première classe, etc. Mais c'est une minorité. Il faut payer. La plupart de nos chefs d'entreprise gagnent un peu plus que le SMIC. Ils ont souvent créé leur entreprise pour créer leur emploi. Et souvent, on l'a oublié. Et si nous arrivions à faire en sorte que tous ces acteurs qui créent leur entreprise pour créer leur emploi deviennent de vrais entrepreneurs avec l'envie et la capacité d'embaucher, la capacité de se développer, le chômage serait réglé en Martinique. Quand vous regardez le nombre d'entreprises sans salariés, il suffirait que la moitié d'entre elles recrutent une personne pour qu'on y parvienne. Sous réserve qu'on arrive à recruter, parce que vous le savez, comme moi, il y a certains secteurs aujourd'hui en Martinique, malgré ce taux de chômage très élevé, qui ont du mal à recruter. Je pense au secteur du BTP, on ne trouve plus de carreleurs, on ne trouve plus d'électriciens, on ne trouve plus de soudeurs. Et le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et c'est vrai que c'est un paradoxe dans un pays où le taux de chômage reste élevé. Il a baissé. Bon, c'est vrai que le chômage a un peu baissé parce qu'il y a moins de population, parce que nos jeunes sont partis. Et tout le monde se félicite de cette baisse du chômage. C'est une baisse mécanique et arithmétique. Les vrais sujets, les vraies difficultés d'emploi sont en grande partie liées, et je le répète souvent aux jeunes,
c'est en grande partie lié à l'absence de qualification et l'absence de formation. Quand vous avez, je le répète toujours avec beaucoup de peine, quand vous avez 30% des jeunes Martiniquais qui sont considérés comme étant en difficulté de lecture et d'écriture lors de la journée de défense citoyenne, vous créez de facto un volant de Martiniquaises et de Martiniquais qui sont inemployables. Il faut donc reprendre, et on le dit, nous, entrepreneurs, il faut reprendre à la base avec l'éducation nationale. Il faut que les maires continuent à jouer le jeu des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité pour faire en sorte que tous les Martiniquais aient leur chance. Vous savez, vous avez connu ça, l'ascenseur social qui fonctionnait à l'époque. Moi, je le dis, je le répète avec fierté, mes grands-parents étaient ouvriers agricoles. Mais il était à l'école d'adultes. Mon père était fonctionnaire et j'ai pu faire les études. Parce que ça fonctionnait et qu'on était dans une volonté d'accompagner et de s'en sortir. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus difficile. On a des familles, pour l'essentiel, qui sont monoparentales, avec des parents qui n'ont pas toujours travaillé, donc ils ne sont pas des exemples pour les enfants. Oui. Et tout ça, on doit le faire ensemble. Il ne faut laisser personne sur le bord de la route. Il faut penser aux écoles de la parentalité. Il faut penser à l'éducation de ces jeunes qui sont des fois livrés eux-mêmes. Et c'est tout ça qu'il faut faire pour développer ce pays. On ne va pas le développer si on n'a pas les compétences, si on n'a pas formé suffisamment de jeunes Martiniquais, de jeunes Martiniquais. Si on laisse 30%, voire 40% de nos jeunes sur le bord de la route, nous n'y arriverons pas. Président, on a tout tenté. On a tout tenté. Nous nous connaissons tous. On se rencontre en boîte de nuit, dans les veillées. Moi, j'y vais plus en boîte de nuit. Moi, je boîte de nuit, je boîte plus de jour. Dans les veillées, enfin, on se rencontre, on sait où se rencontrer, où se trouver. Et malgré tout ça, quand nous disons à ceux qui ont les leviers pour faire bouger la Martinique, on constate une chose, on recule. J'ai envie de vous dire qu'on sait, nos armoires, nos placards sont remplis de rapports qui font le constat de la situation en Martinique depuis de nombreuses années. Il y a très longtemps, le président Osna de la Chambre de commerce et d'industrie avait organisé un travail exceptionnel qui s'appelait Confluence. Oui, je sais bien. Mais quand je reprends ce qui était dit dans Confluence il y a 30 ans aujourd'hui, on n'a rien fait de ce qu'on aurait pu faire et qui avait été identifié, à la fois en termes de constat et en termes de pistes d'amélioration. Mais c'est vrai que ce travail de confluence, il était fait non pas par les politiques, mais par les acteurs économiques. Et souvent, on nous dit, restez à votre place. Vous êtes là pour faire du business et éventuellement embaucher des Martiniquaises et des Martiniquais, faire réduire le chômage, mais vous n'êtes pas là pour nous dire ce qu'on doit faire. Alors que nul ne peut seul sortir la Martinique de l'ornière dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Nul ne peut le faire seul. Il faut que ce soit, et je le répète, un travail partagé entre les acteurs économiques et les acteurs politiques. Chacun dans le respect de ses compétences propres. Je veux dire, moi je suis à la Chambre de commerce, je suis président de la Chambre de commerce depuis 6 ans maintenant. Je n'envisage pas de dire aux politiques ce qu'ils doivent faire, mais j'aimerais bien que quand les politiques élaborent le programme opérationnel européen qui va conditionner les financements européens pour les 5 prochaines années, j'aimerais bien qu'à un moment ou à un autre, les acteurs économiques soient consultés. On leur dise quelles sont vos priorités, quels sont les secteurs sur lesquels vous êtes prêts à faire l'effort, quels sont les secteurs qui vous semblent nécessiter du soutien. Non, certains décident tout seuls. Disant cela, j'englobe à la fois la majorité précédente et la majorité actuelle. C'est pas un problème de changement d'homme, puisqu'on voit bien que les pratiques demeurent. C'est pas un problème d'alternance. Voilà, c'est pas un problème d'alternance, les pratiques demeurent. Donc il faut que sur des sujets qui sont des sujets structurants, nous ayons une parole commune. Moi je compare toujours ce que font, même si comparaison n'est pas raison, ce que font les Réunionnais. Ils ne sont pas d'accord sur tout, mais quand ils se déplacent, ils se sont mis d'accord au préalable sur le socle minimum. Il y a un seul homme qui parle. Et c'est réglé comme de papier musique. Hein. C'est réglé comme de papier musique. Et vous voyez que la parole circule sans même qu'il y ait un signe, un geste. Parce que toi, tu vas parler d'eau, toi, tu te parleras d'assainissement, toi, tu parleras de déchets, toi, tu parleras de production locale, toi, tu parleras de canne, de sucre, etc. Et il faut que nous arrivions à cet accord minimum. Cet accord minimum. Mais c'est vrai aussi du dialogue social chez nous. Hein.
On a du mal à se parler, on a du mal À s'écouter. à s'écouter. Président, nous sommes quand même optimistes. La nature fait bien les choses. Le réchauffement climatique va mettre de l'ordre dans cette affaire. Mais à la condition première qu'on soit au rendez-vous. Oui, les transitions, qu'elles soient numériques, écologiques, sont une opportunité incroyable pour notre territoire. Et nous, à la Chambre de commerce et d'industrie, on a fait de ces axes de transition un élément moteur et majeur de notre programme pour les 5 années, ou les 4 années qui nous restent de mandature. Dans notre plan de mandature, les transitions sont un élément essentiel. Il faut accompagner les entreprises martiniquaises dans cette transition. Et puis il faut aussi accompagner, puisque c'est aussi une des missions de la Chambre, accompagner les collectivités dans la réflexion sur cette transition. Parce qu'elle concerne les entreprises, mais elle concerne aussi notre territoire. Et on évoquait hors plateau, avant de prendre l'antenne, la montée des eaux et le problème des communes littorales. Il faut que collectivement on se dise qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les communes qu'on déplace, on les déplace comment, quels sont les quartiers qu'on déplace, comment on les déplace, quelle place on laisse à l'activité économique, quelle priorité on en fait. Ce sont des sujets qui sont importants, ce sont des sujets extrêmement importants. Il faut tout restructurer, tout dans le réaménagement. Et il faut le faire ensemble. Ouais. Non, il faut que nous agissions ensemble pour faire de nos territoires des territoires attractifs et agiles. Il faut qu'on soit en capacité de réagir vite. Nous avons développé une expertise, entre guillemets, à la Chambre, qui est l'accompagnement des situations de crise. On avait commencé avec les sargasses, quand on a vu un certain nombre d'acteurs économiques en grand danger parce que leur activité était menacée par les sargasses. On a eu quelques épisodes de montée des eaux à Sainte-Marie où on a vu qu'il y avait des quartiers complets où l'activité économique était menacée. On a poursuivi avec la crise Covid et cette expérience nous a montré qu'il fallait réfléchir et anticiper les crises. Alors, on ne peut pas toujours tout anticiper, personne n'avait pu anticiper le Covid, mais quand vous savez que de toute façon, et inévitablement, inexorablement, vous aurez la montée des eaux, vous aurez des communes entières qui sont menacées, vous aurez des activités économiques entières qui sont menacées, anticipons, ne subissons pas. Préparons les plans. Préparons les plans. Et sur ça, pour l'instant, nous n'entendons pas de réaction au niveau de nos hommes politiques. Je ne dirais pas ça. Il y a quand même quelques politiques qui se préoccupent de ces sujets. Ils ne sont peut-être pas suffisamment entendus. Et puis, il y a toujours notre façon de diriger la Martinique sans trop d'anticipation. On est toujours dans l'urgence. Oui, mais... et je crois qu'il est temps que l'on sorte des colloques ou des séminaires où on va encore se poser la question de savoir ce qu'on fait, ou des tables rondes, et qu'on se dise, voilà, quelle est notre planification opérationnelle pour que ce pays sorte de l'ornière. Nous avons les compétences pour ça. Nous avons des hommes du pays, dans des bureaux d'études, qui peuvent sortir des programmes pour dire, Président, voilà ce qui va se produire. Voilà, selon les calculs que nous faisons, tel niveau d'eau arrivera là. Qui peuvent déjà... On sait, et sur les constructions parasismiques ou anticycloniques, on a les champions du monde en Martinique. Oui. Nous avons les meilleurs spécialistes. Et ce sont des compétences que nous pouvons exporter dans la Caraïbe, mais au-delà. En Amérique latine, la problématique des tremblements de terre est exactement la même que chez nous. Oui. Et aux États-Unis, on voit bien combien les tempêtes et les ouragans se développent. Nos compétences et l'expertise et l'expérience que nous avons accumulées, c'est pour moi une des filières sur lesquelles on doit travailler. Ce sont des filières qui s'exportent facilement, avec un savoir-faire. On peut baser nos bureaux d'études, nos ingénieurs, on peut les baser ici. Ça se fait aujourd'hui, grâce au numérique, ça se fait à distance. Donc on a les compétences, on a le savoir-faire. Faisons de ce qui est aujourd'hui une difficulté ou un handicap, en faisant de cela un avantage concurrentiel. D'autant que ce chantier de protection de la Martinique va manifestement déboucher sur toute la Caraïbe, sur toute l'Afrique, dans beaucoup d'endroits où on sera concerné par l'élévation du niveau de la mer. Oui, très clairement. On a une opportunité, il faut la saisir, il faut se donner les moyens de la saisir. Il
faut être territoire pilote, territoire d'expérimentation, et nous avons une capacité de résilience qui fait qu'on saura faire, mais il faut qu'on se choisisse collectivement, je le répète, les priorités, les filières essentielles pour le territoire, qu'on mette l'accent sur ces filières et qu'on arrête de faire le saupoudrage permanent. On donne un peu à tout le monde. À la fin, on s'est créé quelques obligés, mais on n'a pas fondamentalement fait avancer le territoire. Il y a un autre élément majeur. Le stimulus. L'argent. La banque. Alors, si on doit aborder le sujet du financement des entreprises, je suppose que c'est ce à quoi on fait allusion. Moi, je suis expert comptable de profession. Et je ne connais pas de bon dossier qui ne trouve pas de financement. Le secteur bancaire est assez concurrentiel et les bons dossiers trouvent toujours financement. Il faut qu'on se pose deux questions. La première, les entreprises sont souvent créées avec très peu de capital au départ. Ce qui manque dans notre territoire, ce sont des fonds d'amorçage, des fonds qui aident au démarrage. Et ça aurait pu déjà être mis en place. Hein. Il y avait une réflexion sur les fonds Jérémy. On a laissé passer 5 années avant de les mettre en œuvre. J'ai cru comprendre que l'opération allait enfin voir le jour. Ce sont des fonds européens qui permettent d'aider au démarrage des entreprises avec des prises de participation, donc ce qui permet aux entreprises d'avoir des meilleurs fonds propres. Ce sont des moyens nécessaires si on veut travailler le développement sur les secteurs qui ont besoin d'intensité capitalistique. Je pense aux énergies renouvelables qu'on a évoquées. Je pense aussi à la biodiversité et à la recherche-développement. C'est un territoire qui... Si un territoire veut se développer, il faut qu'il finance la recherche-développement. Nous avons des investissements en recherche-développement qui sont largement inférieurs à ce qui se passe chez nos voisins, y compris nos voisins les plus proches de la Guadeloupe. Parce que nous avons encore des dispositifs d'accompagnement de la recherche-développement qui datent du siècle dernier quasiment, où si vous voulez recruter des doctorants, il faut qu'ils soient de l'Université des Antilles, alors que nos jeunes sont partis faire des études ailleurs et dans le cadre de leurs études, ils ont choisi de travailler sur des sujets qui sont des sujets locaux, mais ils ne peuvent pas être financés, l'entreprise qui les recrute ne peut pas les financer parce qu'ils ne sont pas à l'Université des Antilles. Il faut qu'on arrive à se dire citoyen du monde, à s'ouvrir sur le monde et à se dire, si un Martiniquais vient travailler sur les sargasses par exemple, qu'il soit de l'université de Tartampion ou de l'Université des Antilles, il travaille pour le pays. Et on a des efforts à faire en matière de recherche et développement. Beaucoup d'efforts. Mais aussi, on a un autre effort. Alors, sur le financement, parce qu'il faut qu'on finisse sur ce sujet du financement qui est souvent mis en avant. On dit les banques n'accompagnent pas. Les banques n'accompagnent pas parce qu'elles ne peuvent pas tout faire toutes seules. Il faut donc qu'il y ait plus de fonds propres. On a des dispositifs d'accompagnement en fonds propres qui sont portés aujourd'hui par la Banque publique d'investissement, la BPI. Il faut qu'à côté de ces apports en fonds propres, il y ait des fonds régionaux, qu'on appelle de nos voeux. On a un fonds d'investissement de la région Martinique, le FIRM. Il est en état de mort cérébrale depuis 5 ans. Il faut donc accompagner la partie financement. Mais il faut faire attention, parce que souvent on se dit la banque ne suit pas sur un projet qui est lui-même a fait l'objet d'octroi de subventions par la collectivité territoriale de Martinique. Et je milite, et je le dis depuis longtemps, inversons le sens des dossiers. Avant d'aller à la collectivité, il eût fallu que le porteur de projet aille voir son banquier et lui dise, voilà mon projet. Je vais solliciter la collectivité territoriale à hauteur de 40 ou 50% pour l'investissement. J'ai anticipé mon besoin en fonds de roulement, j'ai tout mon plan de financement. Est-ce que vous m'accordez le financement sous réserve, bien évidemment, de la subvention? On gagnerait un temps fou, parce que à la collectivité, les dossiers qui sont déjà bancables ou qui ont un accord bancaire, ça permet de gagner du temps. C'est pas la peine de refaire une étude financière, une analyse financière que le banquier a déjà effectuée et pour lequel il a peut-être plus de compétences
que les collaborateurs de la collectivité, qui en ont beaucoup, mais ce n'est pas leur métier. Ça permettrait aussi de ne pas laisser des lignes de fonds européens bloquées en attendant que l'entreprise trouve son financement bancaire, que des fois elle ne trouve pas. Et à la fin, en catastrophe, on accorde l'argent à d'autres qui ont, les moyens et l'accompagnement bancaire. Ça permettrait de gagner du temps. Ça n'empêcherait pas la collectivité d'accompagner des projets qui ne trouveraient pas de financement et au contraire de mettre là le paquet, à la fois avec ses outils de haut de bilan, ses outils de capital développement et ses subventions. Mais pour ça, travaillons ensemble. Travaillons avec ceux qui savent, avec ceux qui ont l'expérience et dont c'est le métier. Et disant cela, je pense bien évidemment aux chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres des métiers et chambres de commerce et d'industrie. Et dans le même temps, si en face, on met 2 mois, 2 ans, 6 ans pour pouvoir faire rentrer cette somme, les différentes sommes. Là encore, sur ce sujet un peu technique, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, les banques acceptent de préfinancer les subventions. Ce qui pose problème, c'est le temps qui s'écoule et qui est trop long entre l'accord de la subvention et la convention elle-même. Parce que le banquier ne peut préfinancer la subvention que sur la base de la convention. Et vous avez raison, il s'écoule des fois 6 mois, 1 an, 18 mois, entre la lettre d'accord, qui est une bonne nouvelle, et la convention qui permet, elle... Et le contrat de mariage. Voilà. Et là, c'est un problème de fluidité et d'organisation. Peut-être qu'il faut revoir. Peut-être faut-il aussi déléguer à des chambres consulaires, comme ça a pu se faire par le passé, une partie de l'instruction des dossiers, une partie de la préparation pour gagner du temps. Et puis de la compétence. Il y a de la compétence à la collectivité. Et mais elle dort. C'est pour le langage que vous. Hein. Elle dort. Messieurs. On l'a pas trop fait bio pour me rajouter en bagaille. Hein. Non, mais nous, on est bien à l'aise pour dire à nos cadres territoriaux. Je n'ai pas pensé à la chambre de commerce suffisamment pour ne pas dire ça. Non, mais nous, on est à l'aise. Nous, on n'a toujours pas les caches. Nous disons à ces hommes-là et ces dames, il s'agit de la Martinique. Il y a des dossiers qui peuvent avancer très vite. Il y a des dossiers anti-coup de fil, anti-tapant d'eau, anti-whisky, et puis qui a débloqué. En verron plutôt. Oui, production locale. Parce que faut bien que la canaille. Parce que vous me donnez l'occasion de dire combien il faut développer les productions locales, les productions martiniquaises, mais on est trop souvent focalisé que sur les productions matérielles. Il faut développer les productions matérielles et immatérielles. Quand je parle de production immatérielle, je pense bien évidemment à tout ce qui est recherche-développement, je pense à tout ce qui est conseil, bureau d'études, mais je pense aussi à la culture. On n'a jamais suffisamment analysé le poids économique de ce secteur d'activité pour l'accompagner comme il le faut, comme il le faudrait. Et j'ai noté avec plaisir, et je proposerai au président Bonner d'associer la Chambre de commerce à son étude. J'ai noté avec plaisir que Contact Entreprise avait lancé dans son programme 2023 une analyse du poids économique de la culture. C'était aussi dans les tuyaux de la Chambre. Ils ont dégainé avant nous. On va faire réseau avec eux, s'ils le veulent bien, parce que je sais que les productions immatérielles doivent être mises en avant, mises en lumière, au même titre que nos productions phares. Je pense au rhum, je pense à nos autres productions, parce que dans la Caraïbe, il ne faut pas se faire d'illusions, nos voisins ont à peu près les mêmes produits que nous. Ce serait difficile de leur exporter quoi que ce soit. Et donc, ce qu'on peut leur exporter, en revanche, c'est notre expertise, notre compétence, nos savoir-faire. Et je le vois à la Chambre de commerce et d'industrie, nous sommes membres fondateurs d'un réseau qui s'appelle CARICHAM, qui regroupe 25 chambres de commerce et d'industrie de la Caraïbe. Ça va de Cuba jusqu'à la Dominique, en passant par la Guadeloupe, Antigua. Enfin, on a 25 chambres de commerce de la Caraïbe qui sont regroupées, y compris la Grande Caraïbe, je le disais, avec Cuba, pour travailler ensemble. Et on voit bien que les besoins partagés, les besoins communs sont liés à la formation, qui fait partie des compétences socles ou des missions socles de la chambre de commerce, la formation. On voit bien que les demandes sont liées sur du conseil matériel, et tout le monde réfléchit dans la Caraïbe à domicilier dans son île des activités non délocalisables ou délocalisables, mais sans effet sur l'emploi. Quand vous faites du conseil
en architecture parasismique ou anticyclonique, vous pouvez être installé à Antigua et travailler n'importe où dans la Caraïbe. Oui. Les difficultés de déplacement sont moindres, ont un impact moindre. Il suffit d'être connecté. Voilà. Et donc pour ça, il faut peut-être qu'on arrive à fibrer toute la Martinique pour que, quel que soit l'endroit où on se trouve en Martinique, on ait un accès numérique satisfaisant. Quoi pitié Puma, là. On a eu l'échec. On va dire échec relatif. On a eu l'échec. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Non, mais ça a été fait, mais plutôt pour garder feuilletons. Pas pour faire évoluer les entreprises. Bon. Il y a une relance qui a été mise en place, nous attendons le résultat. Mais nous avons eu l'occasion d'intervenir auprès de Poutine. Parce que si Poutine vient en formation ici, il y a beaucoup qui peut là, ce qu'il faut pour aider Imanti. Tout le monde l'aura compris. Maintenant, Président, nous regardons notre pays. On a toutes les compétences. Dans cette opération de réaménagement de notre territoire, là encore, il y a pléthore de compétences. Et un autre niveau qui nous interpelle, c'est l'apprentissage. Il y a beaucoup de personnes qui oublient ou qui refusent de voir qu'avec l'apprentissage, on peut aller très loin. Moi, je peux parler pendant des heures de l'apprentissage. Je vais vous donner 2 chiffres. En 2016, fin 2016, donc on va dire janvier 2017, quand avec l'équipe qui m'accompagne, nous arrivons à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, il y avait 520 apprentis. C'était déjà le plus grand CFA de Martinique. Au moment où je vous parle, nous avons 750 apprentis. C'est parce que nous croyons à l'apprentissage et que nous avons de façon régulière revu notre offre de formation pour l'adapter et la rendre compatible avec les demandes et les attentes des entreprises. Et si on ne fait pas ce travail de mise à jour de l'offre de formation, on peut passer à côté. On a été bien aidé, il faut le dire, hein, dans cette augmentation du nombre d'apprentis. On a bien été aidé par les dispositifs nationaux d'accompagnement, notamment mis en place au moment de la crise Covid, qui faisait en sorte que l'aide à l'apprentissage couvrait peu ou prou le coût de l'apprenti la première année. Donc c'est vrai que ça nous a aidés, mais c'est vrai aussi qu'on a pu, grâce à l'évolution de notre offre de formation, grâce à l'engagement de l'ensemble des élus et des collaborateurs de la Chambre, augmenter le nombre d'apprentissages. On peut encore faire mieux, mais vous savez, je veux le dire quand même si ça déplaira à certains, j'entends de beaux discours sur l'apprentissage. J'en ai entendu avant. Nous avions un spécialiste de l'apprentissage à l'ancienne mandature qui connaissait son sujet. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais qui n'a pas toujours, et notamment sur la fin, accompagné comme ça se devait l'apprentissage dans le secteur public. Et puis depuis 19 mois qu'il y a un changement de majorité, nous sommes toujours dans l'attente à la Chambre de commerce et d'industrie. 2,40 millions d'euros qui concernent le coût des apprentis du secteur public. Quand il y a eu cette réforme qui a oublié, où nos élus n'y ont pas pensé, et en France hexagonale, c'était pas très significatif, quand on a oublié qu'il fallait aussi financer le coût des apprentis qui étaient dans les collectivités. Je pense aux apprentis qui sont à la CTM, aux apprentis qui sont dans les communes, aux apprentis qui sont dans les satellites. Dans les satellites, plus largement le secteur public. Et donc aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie a avancé. Vous avez servi de banquier. Des sommes. Et ça fait bien quasiment 12 mois, au mois de février, 11 février 2012, que j'ai personnellement alerté le président du conseil exécutif de l'Assemblée, de la collectivité, sur cette difficulté que nous rencontrons avec ces services. Rien n'a bougé. Donc, il faut passer de la parole à l'acte. Il ne s'agit pas de dire on accompagne l'apprentissage, on veut faire en sorte que l'apprentissage se développe dans le pays et que ceux qui se donnent les moyens, de mettre en place les structures de formation ne soient pas toujours accompagnés. Et il ne s'agit pas non plus de dire la compétence de l'apprentissage n'est plus du ressort de la collectivité, elle a été transférée à France Compétences et aux organismes collecteurs des taxes d'apprentissage et de formation
Ça, c'est vrai. Mais la loi n'interdit pas à la collectivité d'abonder ou d'accompagner. Et si on fait des choix forts dans ce pays, on doit aller jusqu'au bout du raisonnement. Mais c'est vrai que, au-delà des apprentis du secteur tertiaire qui sont formés à la Chambre de commerce, le problème est exactement le même au CFA du BTP et au CFA de la Chambre des métiers. Vous savez, comme moi, que trouver un carreleur ou un plombier, c'est une rare. Et trouver un soudeur, c'est pire encore. Et nous avons des opportunités sur la réparation navale, par exemple, avec cet investissement exceptionnel qui est le bassin de Radoub et qui a été rénové récemment. Le Grand Port a pu le rénover avec le concours de la collectivité territoriale de Martinique et les fonds européens. On va se retrouver comme avant la rénovation, avec des soudeurs qui sont des soudeurs venus de Pologne et peut-être d'Ukraine ces jours-ci. D'Ukraine, oui. Parce qu'on ne les a pas formés, on n'a pas anticipé. Et c'est pas faute d'avoir alerté sur la nécessité d'anticiper et de former une quinzaine de soudeurs avec la compétence navale. Il y a beaucoup de jeunes qui savent pas brûler une baguette. Hein. Dont moi, mais pas parmi les jeunes, parmi les moins jeunes. C'est pourquoi nous disons qu'il faut les former. Le bassin de Radoub tient la route. Ah oui, les travaux. Il va noyer. Non, les travaux ont été terminés. Le marché de l'exploitation a été confié à une entreprise qui est une entreprise de taille internationale, associée à un acteur local, pour exploiter cette niche de la réparation navale. Nous avons dans la Caraïbe la plus belle forme de bassin. Et donc, il faut que ce soit, à côté des filières que j'ai citées, une filière d'excellence et une filière qui crée de l'emploi chez nous. Je sais qu'à l'époque, il y a des armateurs qui disaient « Vous rentrez en Martinique, faire la réparation ». Ah ouais, et toujours. Et d'ailleurs, un des clients importants du bassin, c'est l'armée, et avec la base navale qui est à Fort-de-France. Et c'est sûr que quand le bassin ne fonctionne pas, ils sont un peu embêtés. Oui. On a parlé du port, là, mais l'aéroport, vous livrez quand ? Vous avez fait une extension, là. Quand vous dites vous livrez, alors je vais juste rappeler que depuis 2011, la Chambre de commerce et d'industrie n'a plus la concession de l'aéroport. Ah. C'est une société qui a été constituée, une société d'État, avec majoritairement des capitaux d'État. La Chambre de commerce a 25% du capital qui lui a été généreusement donné par l'État. La collectivité territoriale de Martinique a 5% de participation, je crois. Et les deux communes, Lamentin et Ducos, sont elles aussi actionnaires. Le reste appartient à l'État. Donc, c'est un chantier d'importance, un chantier qui me paraît nécessaire pour le développement de la Martinique, si on veut en faire une destination touristique, si on veut se donner les moyens d'accueillir les touristes, il fallait moderniser l'aéroport et le refaire. Le chantier a connu des vicissitudes avec la défaillance des entreprises. Oui. Je vais vous laisser dire pourquoi elle a été défaillante, parce que je pense que là-dessus, vous en savez plus que moi. J'en sais quelque chose. Je pense que vous en savez plus que moi. L'entreprise a été défaillante, il a fallu relancer le marché, ça a pris un peu de temps. J'ai envie de dire qu'on a perdu un peu de temps. On a perdu beaucoup de temps. Simplement parce que le choix qui avait été fait, l'entêtement a fait qu'on a coulé. Bon, mais je vous rassure, la Chambre de commerce n'est pas la manœuvre à l'aéroport depuis 2011. Oui. Enfin, on aurait préféré que celui qui avait coulé le bateau soit en face de nous, face à la population, qu'on puisse l'écouter et comprendre pourquoi il avait coulé à l'époque. Alors, vous savez que le Code des marchés publics est un peu contraignant et qu'il y a toujours cette opposition entre le moins 10 ans et le mieux 10 ans. Et nous avons malheureusement trop tendance dans ce pays à privilégier le moins 10 ans. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et notamment si on veut structurer la filière du bâtiment, et singulièrement celle de seconde œuvre, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, avec une population qui vieillit, nous aurons moins de construction de logements sociaux. On va être dans une phase de rénovation et de réhabilitation, le confortement parasismique. Donc il faut que les entreprises martiniquaises aient de la visibilité pour former des collaborateurs à ces métiers, et qu'on soit en capacité d'assurer ces rénovations. Mais ça ne peut fonctionner que si on abandonne ce sacro-saint moins 10 ans et que les bailleurs sociaux ne contribuent pas à la défaillance
entreprises les entreprises. du secteur du BTP. C'est celui qui disait ça avec le plus de sourire et le plus d'énergie, c'était Serge Joseph. Serge Joseph, à l'époque où j'étais président du MEDEF, siégeait au conseil d'administration du MEDEF et je me rappelle toujours ça avec beaucoup d'émotion. Chaque fois qu'il prenait la parole pour parler du BTP, il commençait par parler des fossoyeurs du secteur. Et j'avais du mal à l'arrêter, à l'interrompre. Mais quand on voit un peu l'historique, on se dit que il avait en grande partie raison et connaissait bien son secteur. En principe, c'est ça qui est bœuf en piquette qui connaît bœuf anglais. Ah. Pas de là. C'est ça qui est bœuf en piquette qui connaît bœuf anglais. Pour l'écriture de cahier des charges, de l'appel d'offres, celui qui tient le crayon, il y a des clauses à rajouter, stipulées, pour éviter que justement que cette concurrence ne vienne. Non, mais à la limite, enfin, on est souvent sur les entreprises locales. Hein. On a en plus la chance sur ce créneau-là de ne pas avoir de concurrence venue d'ailleurs. Le vrai sujet sur ce secteur, c'est que pendant longtemps, les bailleurs sociaux ont été contraints par la ligne budgétaire unique qui n'était peut-être pas assez importante et par cette volonté à tout prix de loger les Martiniquaises et les Martiniquais qui en faisaient la demande. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où le nombre de logements sociaux à construire, me semble-t-il, et le besoin est autour de 10 000 logements. Ça veut dire que si on a un programme de construction dans 5-6 ans, c'est fini, quoi. Et donc le vrai sujet, c'est comment on entretient le parc, comment on le rénove, comment on l'adapte au vieillissement de la population. Oui. Quand vous avez des personnes âgées qui ont encore des 5 pièces parce qu'elles avaient 4 enfants à l'époque, il faut arriver à faire en sorte que du 5 pièces, on passe à 2 fois 3 pièces ou un 3 pièces ou un 2 pièces. Il faut rénover, il faut adapter, il faut mettre des ascenseurs parce que quand ces personnes âgées vieillissent, c'est difficile de monter au 3e, même au 3e sans ascenseur. Et donc il y a un vrai travail et je milite pour que dans le cadre du Haut Conseil de la commande publique, qui est une structure qui peut être extrêmement intéressante et efficace. Le Haut Conseil, pour ceux qui nous regardent, c'est une instance qui est coprésidée par le préfet et par le président du conseil exécutif de la collectivité, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la construction, singulièrement, enfin essentiellement, avec comme ambition de permettre à tous les acteurs économiques d'avoir une vision sur les projets des uns et des autres, des bailleurs sociaux, de l'État en termes de construction, de la collectivité, des collectivités au sens large, y compris des communes. Ce Haut Conseil qui pourrait être un lieu d'échange, un lieu où entre nous, on lève quelques freins. Des fois, on a un problème avec EDF parce qu'ils n'ont pas... Le raccordement n'est pas possible. Des fois, on a un problème avec la DEAL qui est un peu trop tatillonne sur les remblais, les déblais. Sur les remblais des blés pour lesquels il n'y a pas de solution pour l'instant. Hein, et il faudra quand même qu'à un moment on se penche sur ces problématiques de déchets. Donc, ce Haut Conseil, malheureusement, ne fonctionne pas depuis trop longtemps. L'ancien président du Conseil exécutif ne souhaitait pas y participer au motif que ce qu'il pouvait dire, ce qu'il pouvait donner comme information pourrait se retourner contre lui dans le cadre des marchés publics, alors même que l'information donnée était donnée à tout le monde et était publique. C'était pour moi un non-argument. Et puis, depuis qu'il y a eu le changement de majorité, on n'arrive pas non plus à réunir le Haut Conseil de la commande publique. C'est peut-être parce qu'il est trop haut. On va l'appeler commande publique. Oui, voilà. Conseil de la commande publique. On va supprimer le haut. Ou peut-être que simplement il faut changer les co-secrétaires qui sont chambres de commerce et chambres des métiers. Peut-être que c'est ça qui gêne certains. Mais il y a un travail à mettre en place. Mais indiscutablement, si on ne veut pas que se reproduisent les incohérences qu'on a connues quand on a fait le plateau technique de la MENA, où à l'époque on n'avait pas de plaquiste en Martinique. C'est-à-dire on a fait un beau bâtiment avec de l'argent public. Entre le dépôt du permis de construire et la fin du chantier, il s'est écoulé facilement 8 ans. La partie placo-plâtre était à la fin. On avait largement le temps d'anticiper, de former des plaquistes. Mais on n'en a pas formé. Et résultat, le placo-plâtre était fait par des Portugais et des Polonais. Si on ne veut pas que se reproduisent les mêmes erreurs
avec à la fois les investissements prévus par l'État dans le cadre du Ségur de la santé. On va refaire l'hôpital de Trinité, on va refaire l'hôpital de Saint-Esprit ou de Saint-Joseph. Enfin, bon, il y a un certain nombre de chantiers qui sont lancés. Si on ne veut pas refaire les mêmes erreurs avec les grands projets que la collectivité de Martinique ne manquera pas d'initier et de nous présenter, mais il faut qu'on se réunisse et qu'on dise, dans 3 ans, on aura besoin de ça, dans 4 ans, on aura besoin de ça, dans 5 ans, on aura besoin de ça, comme compétence, pour que, dans l'intervalle, on les forme. Et dans la formation, nous avons la formation mixte. On a des filles qui peuvent, dans le second œuvre, très bien. Non, mais aujourd'hui, fort heureusement, il n'y a plus de problème de genre. Hommes et femmes font les mêmes métiers. Et on voit bien que ça, c'est un peu plus lent chez nous, mais on y travaille. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à faire en sorte que les filles appréhendent tous les métiers qui les intéressent. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, donc une difficulté à l'école, elles sont meilleures que les garçons. Et c'est un garçon qui le dit. Et elles sont meilleures sur les chantiers que nos hommes. J'ai pas assez d'expérience sur les chantiers. Sur les chantiers, on a le côté chapeauteur, là. Là, regardez, pour regarder régulièrement, puis ça, on mettait dans le chantier là. Les filles, elles ne savent pas toucher à ceux qui ne leur appartiennent pas. On a pu le vérifier. Et puis, ce côté qu'on paie lapin que nous avons ici, il y a beaucoup de vieilles habitudes qu'il faut qu'on perde. Après, je ne vais pas stigmatiser. Je pense que ça existe partout. Je suis commissaire aux comptes d'entreprise du bâtiment et du second œuvre dans l'Hexagone. Bon, quand je rencontre le chef d'entreprise, il me dit les mêmes choses. Je ne sais pas si c'est... Il ne faut pas non plus qu'on prenne le fouet et qu'on s'autoflagelle quand ce n'est pas indispensable. Non, mais c'est une réalité. C'est une triste réalité qu'il faut qu'on corrige. Et j'en ai vu. J'ai appris une phrase de mes parents quand j'étais petit. Ouvrier boulanger, pas qu'acheter pain. Pas monter en pâtisserie. Pas de quoi de parole là. Non, moi j'apprends des bagages, je souhaite. Enfin, entre autres. Oui, nous l'avons pour éduquer. Écoutez, pour comprendre. Président, si vous avez une conclusion à faire, ce serait laquelle? Mais, c'est-à-dire que nous sommes à la Martinique plein d'avantages. On peut développer un certain nombre d'activités. On peut faire du tourisme en se disant notre destination, c'est une destination qui préserve l'environnement parce qu'on aura fait le travail en amont sur l'eau pour éviter le gaspillage. On aura fait le travail sur les déchets pour qu'on développe de vraies filières de recyclage. On a des atouts naturels avec le soleil et on peut développer les énergies renouvelables. Il ne faut pas s'arrêter à des petits cancans ou à des querelles de personnes. Il faut dépasser tout ça. Il faut choisir collectivement les filières que nous souhaitons développer pour que nos jeunes s'engouffrent dans ces filières, se forment et reviennent au pays forts de compétences et forts de l'envie et de la fierté d'être martiniquais. Et s'il y a un message à faire passer, c'est que c'est coller tête, coller les épaules, et c'est ensemble et seulement ensemble qu'on y arrivera. Il n'y a que comme ça seul. Et puis apprendre à écouter pour comprendre. Parce que l'autre a parlé de l'apprentissage, de temps en temps, il faut nous sourire sur l'apprentissage pour que ça, c'est nous qui apprenons nos métiers, pas apprendre nos laria. Parce que assez souvent, il y a ce conflit aussi sur la formation de nos apprentis. Là, c'est plus un problème générationnel. Et nous, à la Chambre de commerce et d'industrie, on a, sur la partie apprentissage, on a fait le choix de former nos maîtres d'apprentissage. Et c'est vrai qu'il faut arriver à dépasser ces conflits de génération. Aujourd'hui, on a du mal avec certains jeunes, mais si on se rappelle, nos parents avaient du mal avec nous. Je sais bien que la première coupe afro, elle n'est pas passée. Donc, il y a des évolutions qu'il faut qu'on arrive à accepter et il faut former les maîtres d'apprentissage, il faut les former à accepter la différence et la différence de vision et de conception des jeunes. Il faut leur apprendre à ces jeunes la rigueur, il faut leur apprendre le métier, mais chacun peut apprendre de l'autre et c'est pour ça que nous voulons développer ces formations de maîtres d'apprentissage. Le SMA le réussit très bien. Le SMA fait un super travail. Mais vous aurez noté que le SMA se retrouve aujourd'hui en compétition et en concurrence avec un certain nombre d'aides qui sont accordées sans contrepartie. Un jeune qui a la garantie jeune, qui est dans une mission locale, qui a quelques contraintes, mais qui n'a pas les contraintes de se lever le matin à 6 heures, d'assister à la levée du drapeau, d'aller faire la marche et de respecter la discipline, d'apprendre à obéir, mais il choisit facilement la garantie jeune plutôt que le RSMA. Et c'est un peu dommage. En tout cas, Président,
J'étais très content, très heureux de pouvoir vous recevoir et faire écouter à la population ce qui se passe dans notre pays économiquement, faire comprendre qu'il y a des choses à faire. En tout cas, merci. Et puis, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et écoutez, pour comprendre, j'écoute régulièrement et j'apprends toujours des choses. J'apprends de ceux que vous invitez, quelques éléments sur leur secteur d'activité, sur leur métier, mais de façon plus générale sur la Martinique elle-même. Ça nous permet de construire la Martinique. Merci encore et à très bientôt.